tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce sommet dédié à la sexualité sacrée. Donc aujourd'hui, on reçoit David Blin. Bonjour David. Bonjour, c'est Léovina. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc aujourd'hui, on va avoir cette intervention sous format d'interview et la thématique de cette interview, c'est la joie comme guide. Donc on va parler un peu plus en détail un peu plus tard de qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important pour toi, et pourquoi est-ce que tu penses que la joie, c'est important aussi dans la sexualité sacrée. Je vais juste dire quelques mots de présentation sur toi. Donc, tu as créé l'école des arbres. Ça, à l'école des arbres, ouais. L'école des Je arbres. suis à l'école aussi, en fait. C'est ça l'idée, c'est que tout le monde est à l'école. Bon, inspiré directement par les arbres, parmi les arbres. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment l'idée de la nature comme enseignant de cette verticalité, d'écoute, de réceptivité, d'essayer d'en faire le moins possible. Tu vois, à l'école des arts. Voilà, c'est vraiment ce qui était venu quand j'ai cherché un nom, c'était laisse faire, écoute, et à l'école des arts, et voilà, c'est le nom qui avait émergé en fait, de cette. D'excellents enseignants. Ouais. Et donc au sein de cette école des arts, tu proposes surtout de l'accompagnement individuel. Donc dans les séances individuelles, tu proposes des transmissions énergétiques, où tu apprends également aux gens à lire leur corps, à légender leur corps, et tu proposes également des accompagnements plus tantra, donc à travers notamment des sessions de massage, donc aussi bien pour hommes que pour femmes. Est-ce que, donc dans ta position, ce qui est ressorti de nos échanges, c'est justement cette voilà, ne pas se positionner dans cet accompagnement en tant que personne qui guérit, personne qui va en fait être dans ce rôle de guérisseur, mais vraiment d'être dans ce rôle d'accompagnement et d'aider la personne finalement à se reconnecter à elle-même, par elle-même. Est-ce que tu veux nous parler un peu à la fois de ton accompagnement et de cette posture qui est, à mon sens, qui est extrêmement importante dans l'accompagnement? Ouais, merci Rubina. Pour moi, c'est vraiment le cœur, je dirais, du message que je souhaite faire passer, au-delà de la conversation qu'on va avoir certainement aujourd'hui autour de la sexualité, bien sûr. C'est que dès le moment où on se positionne en fait sous une forme d'ascendant, enfin dans une forme d'ascendant de celui qui va régler un problème, guérir, soigner, apaiser, coacher, même guider, j'ai envie de dire. Hein. Dès le moment où il y a une intention, quelle qu'elle soit, aussi bienveillante soit-elle en fait, il y a une verticalité qui s'installe entre les deux personnes. Il y a une forme d'ascendant qui s'installe. Je suis plus au même endroit en fait. Je ne suis plus en train de relationner profondément en fait de cœur à cœur avec l'autre, puisque ça y est, je me suis déjà construit mon petit rôle en fait, et mon petit rôle qui est de, je vais t'aider, je vais te conseiller, je vais t'accompagner, ou alors je vais essayer de répondre à ta demande, que tu es plus mal là, ou que tu veuilles faire telle ou telle chose. Ça y est, je me suis foutu une mission sur les épaules, tu vois. Et ça, ce rôle, quelque part, il m'empêche de te rencontrer, il m'empêche de rencontrer l'autre profondément. Donc j'ai vraiment, et ça c'est quelque chose, si tu veux, je me suis pas réveillé un matin en me disant oui, c'est un problème d'avoir une intention. Non, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fil de ma pratique d'accompagnement, de recevoir des soins, puisque très vite en fait la vie a fait que de simplement faire des soins, je suis passé à, on m'a demandé d'apprendre. De leur apprendre à faire des soins. En fait, les gens m'ont dit mais apprends-moi, et moi je disais mais je suis absolument pas équipé pour t'apprendre. Moi-même je démarre, je ne sais pas pourquoi tu me demandes de t'apprendre. Donc très rapidement, voilà, on m'a mis dans cette posture, si tu veux, de l'enseignant, posture qui était très inconfortable pour moi parce que j'avais le sentiment de rien savoir de particulier et de rien avoir à apprendre. Donc très vite en fait, la vie m'a fait un sacré clin d'œil. On m'a mis dans ce rôle. J'ai aimé être dans ce rôle, mais très vite, je me suis dit, mais c'est un rôle qui est un peu casse-gueule en même temps. Il y a quelque chose. J'ai pas envie d'être un gourou ni d'être un guide. Et en même temps, je sens que j'ai des trucs à transmettre. Et le premier truc que je sentais que j'avais envie de transmettre, c'était on ne fait rien et je ne sais pas plus que toi, en fait. On a la même possibilité. Souvent, les gens arrivaient sur les salons, notamment, je faisais des salons, les gens me disaient, mais
vous avez un don, un truc particulier, c'est ce que c'est votre grand-mère ou machin qui vous l'a transmis, ou moi j'ai un truc, cette famille, machin. Et j'ai jamais cru à cette histoire. Je ne crois pas à cette histoire. Je crois pas que, je crois pas qu'on ait de dons, ou alors on a tous un don, si tu veux. Pour moi, c'est très clair que parce que le don, ça y est, il a déjà installé toute une étiquette, tout un tracé en fait qui nous met dans cette posture de j'ai quelque chose de plus que toi et je vais prendre ton problème et je vais m'en occuper, et je vais régler ça à coup de baguette magique. Je ne crois pas à ça. Ce auquel je crois, c'est vraiment la responsabilité de chacun d'activer en lui en fait sa capacité à prendre en charge son existence, peut-être parfois accompagné par quelqu'un qui va marcher à nos côtés, qui va nous montrer, enfin qui va peut-être nous dire tiens, tu pourrais regarder les choses comme ça, ou qui va nous donner, voilà, mais sous une forme presque amicale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de marcher côte à côte, et pas de porter l'autre. Ça, c'est hyper important. Et d'un point de vue énergétique, et là j'en parlerai plus peut-être tout à l'heure quand on parlera de sexualité et tout, mais recevoir un soin de quelqu'un qui veut quelque chose pour moi, même si je suis arrivé avec une demande en lui disant bah, j'ai mal là, ah c'est horrible, j'ai mal au crâne, ou j'ai mal au genou, ou alors je dors pas la nuit, ou je sais pas quoi, peu importe. J'arrive avec mon paquet de demandes, bien sûr que l'idée c'est d'accueillir cette demande, bien sûr qu'on va pas rejeter cette demande, on va l'accueillir profondément, et en même temps essayer tant que possible vraiment de se laisser traverser et d'offrir en fait à la personne qui reçoit notre soin ce que la vie donne en permanence, c'est-à-dire 24 heures sur 24. La vie, je dis ça aux gens, ils sont toujours très étonnés quand je dis cette phrase, le soin préexiste tout le temps. Il n'a pas attendu qu'on arrive, qu'on fasse namasté ou je ne sais pas quoi pour activer quelque chose. Le soin a lieu 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en capacité de recevoir, je vais sur un banc, sur un parking, même en sous-sol, et je reçois un soin extraordinaire. La réalité énergétique, c'est que la vie nous donne en permanence tout ce dont on a besoin. Mais tout. Alors, les gens me disent, bah, du coup, à quoi tu sers? Mais à rien, en réalité, à rien. Je suis hyper d'accord avec ça, et je suis hyper clair sur le fait que je ne sers à rien. Donc, je vais essayer, tant que possible, d'être, on va dire, le plus transparent possible dans cette transmission, c'est-à-dire offrir, offrir d'une certaine façon ce que la vie offrirait à la personne si la personne savait s'ouvrir. D'accord? Si la personne avait cette capacité à s'ouvrir comme ça, bah, moi je vais essayer de faire ça. C'est-à-dire que je vais, moi, en tant que donneur, entre guillemets, il ne s'agit pas de donner à partir de soi, mais en tant que canal, essayer d'offrir, c'est-à-dire de m'effacer le plus possible, de ne pas arriver avec David, avec mon identité, avec mon vouloir, avec mes intentions, mais vraiment de backup, quoi, vraiment essayer d'être en arrière dans ce processus le plus possible, et donc de mouiller dans cette histoire, c'est-à-dire pour offrir à l'autre ce que la vie offre, il faut pouvoir, en fait, quelque part, lâcher la rambarde de l'ego, il faut complètement partir en arrière, c'est-à-dire se laisser bouleverser soi-même, se laisser aimer soi-même. On n'est pas au service, en fait. Avant d'être au service, on est d'abord une identité. Si cette identité, elle lâche vraiment, et que je suis vraiment en train de me dire, OK, et que je me laisse vraiment traverser, mais d'un point, mais c'est phénoménal, en fait, la sensation quand on se laisse vraiment partir en arrière dans l'existence, en fait. Il y a quelque chose c'est fou. C'est une sensation qui est extrêmement puissante. Et quand tu fais goûter ça à l'autre, qui est chez toi, qui t'a rejoint énergétiquement, en fait, bah voilà, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire. Mais c'est pas un cadeau qui est dirigé vers l'autre, c'est un cadeau, j'émane ça, je suis ça à ce moment-là, et l'autre est chez moi. Il se trouve que l'autre est chez moi. Mais ça se fait tout seul, ça. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je sais pas, est-ce que c'est clair ce que je raconte, ou ça te semble. Pour moi, c'est très clair en tout cas. Et effectivement, enfin, je partage avec toi ce point de vue que finalement, c'est comme si nous, on incarnait notre, enfin, cette connexion, et par cette propagation de cette connexion, c'est un peu comme si la personne pouvait reconnecter en étant dans ce même champ, en fait, à sa propre. Parce que, comme tu dis, tout est toujours là, tout est toujours disponible. Et c'est un peu comme quelque chose qui est aussi simple que c'est complexe, en fait, parce qu'effectivement, tout est toujours là, tout est en permanence là. Et la seule chose qui va faire qu'on bénéficie ou qu'on bénéficie pas de la vie, en fait, qui est toujours là, c'est est-ce que je choisis de m'ouvrir à la vie. Donc finalement, C'est ça. l'accompagnant, c'est ça, c'est cette
vibration d'ouverture à la vie qui permet de nous rappeler en fait que la vie est toujours là, la vie est toujours disponible, là, tout est toujours disponible. C'est ça, merci Rubina. C'est vraiment ça, c'est, si tu veux, c'est comme un rappel, une émanescence, c'est ça, une émanation, je sais pas comment dire, émanescence, je sais pas si c'est très français, mais une émanation un rappel c'est ça. Parfois, tu vois, je marche dans des paysages qui sont pas forcément extraordinaires, et tout d'un coup, je me dis, mais n'oublie pas que c'est pas parce que t'es pas en pleine nature ou que c'est pas là. L'amour, mais des fois, ça paraît hyper perché de dire ça, mais je t'assure que par ailleurs, je peux être très ancré et tout, dans un quotidien très clair, mais la vie, elle attend aucune situation privilégiée pour se manifester. Elle n'attend pas qu'on soit en haut d'une montagne sacrée ou elle se manifeste dans une cave à Sarcelles qui pue l'urine. Elle se manifeste absolument partout, l'existence. Elle attend pas que ça soit beau, esthétique. Elle, elle est là. Après, ce qui va varier, c'est notre capacité d'écoute. Et parfois, dans des lieux qui sont propices, avec des sons qui sont propices, avec des gens qui sont propices, on va évidemment être plus enclin à s'ouvrir à cette écoute-là. Notamment quelqu'un qui voyage, par exemple, va te dire, bah tiens, je suis super bien, mais parce qu'il a quitté ses repères du quotidien, parce que tout d'un coup, il lève les yeux quand il marche dans la rue, parce que tout d'un coup, il sourit à des gens qu'il ne connaît pas. Et donc, il se met à écouter l'existence de plus en plus. Mais c'est pas que le lieu en soi soit plus particulier, c'est pas qu'il soit particulier, c'est juste que l'écoute est plus active. Et dès qu'on se remet dans cette écoute active, donc, comme tu disais, le rôle de l'accompagnant, c'est de proposer cette écoute, c'est de la manifester, c'est de l'incarner en fait, cette écoute le plus possible. Et par effet, et par émanation, par résonance, la personne qui reçoit le soin, entre guillemets, qui reçoit le soin, qui écoute la vie finalement, qui se met à écouter l'existence, bah, reçoit ce dont elle a besoin. Ça devient extraordinaire. Et donc, pour pas servir trop à rien, c'est-à-dire comme je disais, comme le banc pourrait aussi bien faire le même travail que nous, pour apporter quelque chose, un plus, l'idée pour moi, c'est de leur apprendre, enfin leur apprendre. Là, je parle des élèves en l'occurrence, donc en transmission, c'est leur apprendre à lire leur corps, c'est-à-dire être en capacité du coup d'interpréter en fait ce que énergétiquement il s'est passé pendant le soin, qui quelque part nous échappe complètement. Il se passe tellement de choses pendant le soin. Enfin, je veux dire, ça peut être tellement rapide, tellement fort et tellement rapide qu'ensuite l'idée c'est de venir vraiment se poser notre regard dans le ressenti, vraiment dans le ressenti. On va essayer de quitter les images, on va essayer de quitter l'émotionnel, on va vraiment s'appuyer sur la sensation physique de ce qui se passe dans le corps pour venir interpréter en fait région après région autour des chakras. Moi, j'ai utilisé les chakras, mais on pourrait aussi bien faire une lecture des épaules, des genoux. Finalement, c'est infini en fait. L'idée étant de légender le corps avec les élèves pour qu'ils soient en capacité ensuite d'apporter un éclairage aux gens à qui ils ont fait un soin et de dire, voilà, en ce moment, tu traverses ça, et peut-être que ça pourrait être chouette que tu regardes les choses comme ça, dans tel chapitre de ta vie, puis dans tel autre chapitre de ta vie, dans tel autre chapitre de ta vie, autour des chakras et de ce que signifie chaque partie du corps pour l'élève d'une façon singulière. L'idée pour moi, c'est pas de leur dire une fois pour toutes, tel chakra, ça veut dire ça, ou c'est relié à telle pierre, ou tel. Je me fous de ce qui a été écrit une fois pour toutes par quelqu'un, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que chacun vienne avec son histoire et sa singularité rencontrer sa légende et son lexique. Donc là, je l'aide là-dedans, c'est que ça passe par son expérience et que le mot qu'il trouve, que la légende qu'il pose ait un sens immense pour lui, en fait, une résonance immense pour lui, de sorte à ce que quand il parlera de ce mot à celui à qui il fait un soin, il puisse en parler avec toute la puissance de sa vie, en fait. Tu vois. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas trouvé la façon d'accompagner des groupes, parce que c'est un travail qui est tellement vraiment de dentelle en individuel avec tous ceux que j'accompagne, d'aller vraiment chercher le mot, la vibration juste dans une résonance commune. Donc, ce que j'entends beaucoup à travers ce que tu partages, c'est la notion de responsabilité de chacun, en fait. Donc, ça ramène beaucoup Ouais. les personnes à leur propre responsabilité. Ouais. Ben pour moi, c'est super important, si tu veux, que chacun vraiment prenne la mesure de sa responsabilité. Bon, moi, il m'est arrivé quelque chose enfant de vraiment, vraiment compliqué. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais
Et si tu veux, la première fois qu'en stage, la proposante a nommé qu'est-ce qu'on fait de ça? Soit tu continues de te poser dans une posture de victime, c'est de la faute d'eux, ou alors, à partir de maintenant, tu considères que, en fait, sur un certain plan, peut-être que tu as choisi de vivre ça pour grandir, pour évoluer à ça. Et je me souviens avoir ressenti une immense violence quand j'ai entendu ça la première fois. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle réalise ce qu'elle est en train de dire? Et en même temps, ça m'a, je dirais, presque libéré instantanément de la posture de victime dans laquelle je m'étais installé depuis si longtemps. Bon, c'est un peu qui tout double, hein. Ça marche pas avec tout le monde, mais parfois ça peut être un peu casse-gueule ce discours, hein. Il faut être au clair, je pense, en tant qu'accompagnant, que c'est pas quelque chose qui va marcher de façon systématique. L'idée, c'est de voir en individuel, hein, de voir quelle est la capacité d'accueil de celui qu'on accompagne, d'entendre que peut-être pas sur un plan conscient, mais que sur un niveau peut-être d'âme, de conscience, il ait fait le choix, et à mon avis, c'est vraiment profondément ce que je crois, on fait le choix profondément à chaque instant de tout ce qu'on vit. Et que quand les gens me disent je veux pas vivre ça d'une certaine façon, euh, moi j'entends bah si, tu veux le vivre puisque tu es en train de le vivre. Donc de vraiment remettre l'autre en responsabilité de tu fais le choix de le vivre à un certain niveau puisque tu es en train de le vibrer, tu es en train de le vivre. Donc, si tu veux cesser de le vivre, il va falloir que tu ailles chercher une autre. Il va falloir que tu te mettes en responsabilité. En fait, ça va être le seul moyen de reconduire la bagnole de son existence. Il n'y a aucun moyen d'avancer dans sa vie tant que je ne prends pas la pleine responsabilité de ce qui m'arrive. Même si ce qui m'arrive paraît venir de l'extérieur et paraît n'avoir aucun caractère commun avec moi ou avec mon existence, bien sûr que c'en a un. C'est oublier que on fait partie d'un tout et que l'autre, c'est moi, en fait, à chaque instant. Sinon, la question des traumas spécifiquement est vraiment très complexe et du coup, c'est pour ça aussi que durant ce sommeil, il y a 2 interventions qui vont être spécifiquement dédiées à ça. Et je suis d'accord avec toi que c'est ma philosophie de vie, la responsabilité. Mais je pense que c'est voilà, pour les personnes qui ont vraiment subi des gros traumas, comme tu as dit aussi, c'est pas aussi blanc ou noir et ça dépend beaucoup de leur processus et surtout de là où elles en sont. Mais en dehors de ces cas de gros traumas, effectivement, je pense que c'est extrêmement important pour chacun de reconnecter avec cette responsabilité-là. Et c'est aussi important pour la personne qui accompagne de toujours renvoyer vers cette responsabilité, de ne pas rentrer soit dans ce rôle de sauveur. Donc c'est un peu une dynamique à deux qui se joue. Donc parfois... C'est ça. C'est ça. C'est vraiment... pour moi, c'est vraiment une danse à deux, hein. Un accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon très active. C'est pour ça que pour moi, remettre l'autre en responsabilité, c'est venir vérifier aussi à quel point est-ce qu'il va danser avec moi ou est-ce qu'il va rester sur le banc. Si tu veux, est-ce que tu es prêt à recevoir aussi? Est-ce que tu es prêt à recevoir le soin? Est-ce que tu es prêt à recevoir la vie en toi? Est-ce que tu es prêt, prêt au changement? Ou est-ce que la posture dans laquelle tu t'es installé depuis longtemps, finalement, elle n'est pas confortable pour toi? Et peut-être que, aussi inconfortable puisse-t-elle paraître de l'extérieur, ou même selon toi, est-ce que finalement, elle n'est pas plus sécure pour toi que ce vers quoi tu vas aller? Juste prends la mesure de, voilà, prends la responsabilité de ce que tu demandes, finalement, de ce que tu poses comme intention à la vie. Est-ce que tu es prêt à aller vers ça? Est-ce que tu es vraiment prêt à lâcher voilà, la cabane dans laquelle tu t'es installé? Juste, donc, spécifiquement quand on travaille autour du thème de la sexualité, du domaine de la sexualité, ça, d'après mon expérience, ça va chercher des choses encore plus profondes. En fait, c'est toujours plus délicat de travailler sur cette sphère-là. Comment est-ce que tu gères ça en fait? Donc, est-ce que tu vois une différence parce que tu n'accompagnes pas seulement sur la sexualité, tu accompagnes aussi d'autres façons. Donc, est-ce que tu vois une différence en fait? Est-ce que tu vois une différence dans tes accompagnements sur la sexualité et dans tes autres accompagnements? Est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires qui émergent? Comment tu les gères? Alors déjà, d'un point de vue personnel, du coup, ça me donne envie juste de parler de mon parcours. Au début, pour moi, parler de sexualité, ça pouvait être très compliqué, ne serait-ce qu'avec des amis, si tu veux, ça allait être fait d'une façon qui allait être... les bons mots n'allaient pas être employés, enfin, il y avait beaucoup de gêne, beaucoup de... Tu vois, et de ce que j'ai appris grâce au tantra, c'est à pouvoir parler de sexualité de façon simple.
Voilà, déjà les yeux dans les yeux, tranquillement, on se parle de sexualité et finalement c'est un sujet comme un autre. Mais comme tu dis, c'est pas tout à fait un sujet comme les autres parce que finalement, les gens à qui on va parler sont assez peu confrontés au fait que bah, on puisse parler simplement de ça. Ils sont souvent avec des gens avec qui c'est pas vraiment un sujet, ou alors c'est un mono-sujet. Enfin, soit on se retrouve parce qu'il y a une problématique chez, je sais pas, un médecin pour ça, mais il y a très très peu d'espace en fait. Finalement, on peut parler vraiment d'intimité. Et donc, je dirais que mon travail, de la même façon que mon premier travail en tant qu'accompagnant, ça va être de remettre l'autre en responsabilité. Mon premier travail, quand je vais aborder le sujet de la sexualité, ça va vraiment être de ne pas en faire un problème. Ça va vraiment être d'avoir une discussion vraiment où l'autre se sent accueilli en fait dans ce qu'il a à partager et qu'on puisse aussi lâcher la conversation si je sens qu'il y a de la gêne, si je sens que c'est pas encore voilà. Donc, moi, je ne vais pas ouvrir une porte en disant là, maintenant, on parle sexualité. Hein, ça va venir, en fait, comme ça, de façon. Et puis, à un moment donné, si voilà, peut-être quelque chose peut se raconter, peut se déposer. Et puis, parfois, je sens que oh, non, là, c'est un petit peu compliqué, et puis on y reviendra. L'idée pour moi de jamais forcer non plus, parce que je me rends compte que. Alors, parfois, ça peut m'arriver de pousser un petit peu quand je sens que ça peut être nécessaire, mais je vais essayer en tout cas de ne pas forcer, parce que je me rends compte que ça ne sert pas à grand chose de forcer quand c'est pas prêt, quand c'est pas mûr. Effectivement. Est-ce que Voilà. tu voudrais nous parler de, voilà, de la thématique de notre conversation qui est donc la joie comme guide? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'aussi important? Comment c'est venu? Quel a été le processus qui t'a amené justement à avoir la joie comme guide dans ta vie, dans ta sexualité? Ouais. J'avais effectivement, comme on en a parlé un petit peu tous les deux, j'ai eu un parcours dans la sexualité assez classique, hein, je dirais, mais très vite, enfin très vite, je dirais même avant d'avoir mes premiers rapports sexuels, il y avait vraiment cette conscience, je ne sais pas trop d'où elle venait, peut-être de ce qui m'était arrivé plus jeune, mais il y avait vraiment cette conscience que la sexualité, ça ne pouvait pas être que ce qui était proposé, que ce qu'on me donnait à voir ou à entendre de mes copains qui me racontaient. Bon, moi, j'ai eu mon premier rapport sexuel finalement pas si jeune que ça, et donc mes copains parfois l'avaient fait avant moi, et donc je me disais, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas être que ça. Enfin, il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus petit que l'idée que je m'en fais, en tout cas. Je sentais qu'il y avait autre chose, mais j'avais absolument aucune idée de comment pouvait se manifester cette autre chose. Mais il y a déjà pas mal d'années, et ça, c'est grâce à l'énergétique. Je l'avais même noté sur ma page Facebook, que la joie était vraiment le guide, en fait, qui me rappelle quelque part à l'ordre, qui me dit attention, là, tu es vraiment en train de te barrer trop loin, finalement, de ce que tu veux vivre, de ce que tu dois vivre. Tout est OK, tu peux vivre ce que tu veux, mais moi, en tant que joie, je suis là pour te rappeler que là, tu es un peu à côté de tes pompes, quoi, en gros. Et ça, c'est dit avec beaucoup de gentillesse hein, de la part de la joie. Il y a vraiment cette idée. Euh, euh, je perds le fil un petit peu de ce que je veux partager parce que en fait, je me rends compte que je développe quelque chose qui est plus simple que ça, en fait. Euh, je voudrais vraiment revenir du coup à l'énergétique et je ferai le parallèle avec la sexualité. Quand quelqu'un démarre un soin, on disait tout à l'heure, pour éviter qu'il se mette dans cette posture du sauveur, du guérisseur, en fait, l'idée pour moi, c'est qu'il s'offre, il se mouille vraiment, en fait. Il abandonne l'identité pour laisser œuvrer la vie en lui. Et ben, dans la sexualité, c'est pareil, en fait, si tu veux. Ce qui va être quelque part le curseur pour savoir à quel moment, en fait, je laisse vraiment la vie œuvrer, c'est quand le sourire va vraiment naître sur mon visage et que la joie va vraiment apparaître comme un état d'être profond, en fait, en moi. Que mes cellules vont vraiment vibrer la vie complètement. En fait, ça veut dire se mettre dans un état de réceptivité. Je ne peux pas rejoindre la joie si je ne suis pas en train de m'offrir, en fait. Et quand je dis m'offrir, c'est pas m'offrir simplement à l'autre, avec ce qui sous-entend s'offrir à l'autre, ça veut dire peut-être avoir une attente inconsciente de qui va se passer ci ou ça, mais s'offrir à la vie, juste à la vie, juste à l'air, à là, ce qui est là, maintenant.
Et quand tu t'offres à ça, en fait, la joie, elle vient te cueillir, en fait. Il y a pas d'autre choix. Ou alors, si elle vient pas te cueillir, c'est que tu n'es pas en train de t'offrir, en fait. Pour moi, c'est, si tu veux, mais en même temps, effectivement, comme tu le dis, ça paraît simple, et en même temps, c'est pas évident. Parce que ça veut dire se laisser aimer. S'offrir, c'est se laisser aimer, c'est se laisser cueillir. Donc, c'est bouleversant, en fait. C'est pas quelque chose. C'est même tellement fort que la plupart du temps, on n'est pas en capacité d'accueillir ça, en fait. C'est tellement fort de s'offrir de cette façon, en fait. Moi, très franchement, j'ai arrivé à rester quelques secondes dans cet état-là, pas tellement plus. Je vais pas te raconter d'histoire. Il y a parfois, j'arrive pas à y aller parce que je suis pas prêt à recevoir cette quantité d'amour, en fait, qui m'aime inconditionnellement. Et là, 24 heures sur 24, c'est ça qui est dingue. C'est de me dire, mais c'est fou, c'est là, et tu t'y offres que de temps en temps, par microsecondes, par micro-instants, comme ça. Mais de comprendre dans la sexualité que pour ne pas utiliser l'autre, pour ne pas être abusé ni abuser l'autre, il faut que moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de mieux que d'être dans cet espace de la joie. C'est-à-dire que si je me rends compte en massage, parce que donc, comme tu l'as compris, je fais aussi des massages professionnellement, et j'ai vraiment voulu explorer avec le temps qu'est-ce que c'est que le toucher juste, en fait. Qu'est-ce qui est juste? Alors, très vite, j'ai voulu quitter les protocoles, et en même temps, j'ai un cadre qui est très clair, hein, qui est très défini, mais j'ai voulu quitter en tout cas les protocoles pour pouvoir proposer quelque chose qui soit vraiment juste dans l'instant, à la fois pour moi et pour l'autre. Et si être juste dans l'instant, ça veut dire m'allonger à côté de la personne et de ne pas la toucher, eh ben, je veux m'autoriser à le faire. Je veux vraiment quitter l'idée d'une prestation, d'avoir quelque chose à faire pour pouvoir sentir. Ben, c'est la même chose dans la sexualité, en fait, j'ai envie de dire. Si je veux sentir ce qui est juste, je peux pas le savoir d'avance ce qui est juste, en fait. Quel va être le pas vers ce qui est juste? Je ne sais pas. Et la joie me le raconte, ce pas, en fait. L'abandon, mais je dis la joie, mais la joie, c'est souvent pris comme une émotion. Je ne parle pas de la joie comme une émotion, mais vraiment comme quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon, en fait, de la dilution, tu vois, de quelque chose qui s'affaisse complètement. C'est-à-dire quand David, il se retire complètement, il y a un affaissement, et dans cet affaissement, je rencontre l'autre, je rencontre le tout. Il y a cet apparent vide devient plein, en fait. Donc, voilà, parfois j'ai l'impression de lâcher une rambarde et de tomber dans le vide, tu vois, quand je parle de rejoindre cet espace où l'identité s'efface. Et en même temps, je rencontre à chaque fois que je m'y abandonne, je rencontre un plein immense, en fait, quelque chose qui me soutient, qui m'enveloppe, qui m'aime tellement. Donc, très honnêtement, avoir ça comme guide, c'est super, mais te dire que j'y suis tout le temps, non. Mais l'avoir comme point de repère, en fait, ce que je pourrais proposer à ceux qui nous écoutent, c'est de commencer à voir, en fait, comment ils sont quand ils font l'amour, comment ils sont quand ils touchent quelqu'un, ou même quand ils prennent quelqu'un dans les bras, simplement, sans parler de sexualité, quand ils regardent quelqu'un, ou quand ils regardent un paysage, est-ce qu'ils sont en train de recevoir vraiment, ou est-ce qu'ils sont en train de regarder avec déjà une idée, un jugement, une catégorie, une étiquette? Ah tiens, ça me fait penser à tel paysage et l'autre il était mieux, ou celui-là. Juste, est-ce que je peux vraiment être devant une page blanche, quoi? Est-ce que je peux vraiment me laisser toucher par ce qui se passe, quel que soit ce qui soit en face de moi en train de m'être donné de voir? Est-ce que je peux vraiment me laisser recevoir? Est-ce que je peux me laisser vraiment, oui, c'est ça, toucher dans le sens émouvoir, mais plus qu'émouvoir, aimer, mais dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire bouleverser, complètement bouleverser. Est-ce que je suis prêt à ça, en fait? Et en fait, la plupart du temps, pour beaucoup d'entre nous, il est plus facile de ne pas rentrer dans cet espace, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que cet espace, il est tellement fort que, en fait, on a beau vouloir le rechercher intellectuellement, bien souvent, on n'est pas prêt à le goûter, cet espace de la joie. Cet espace que tu décris, que toi tu appelles la joie, donc, moi j'aurais plutôt tendance à y mettre d'autres mots. Et Ouais. chez moi, ce vécu, il est beaucoup plus, en quelque sorte, solennel, en fait. Il y a un truc un peu plus sérieux dans mon vécu de cet espace-là.
Et j'ai aussi vécu un espace plus joyeux, mais ça a été apporté par mes partenaires, par exemple, qui étaient plus dans cette légèreté, cette joie. Ouais. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a aussi notre filtre, en fait, sur cet espace? Parce que finalement, cet espace, il est le même. On parle tous du même espace. Il n'y a pas 18 espaces différents. Mais est-ce que tu Non. penses que chacun d'entre nous va avoir son propre filtre de ce vécu-là, en fait? Et du coup, ce qui va faire que toi, tu vas le décrire comme la joie, mais moi, ce même espace, je vais le décrire comme autre chose. Oui, certainement. Et en même temps, tu vois, quand tu dis que pour toi, cet espace, il avait quelque chose de plus solennel, ben, pendant longtemps, il a été vécu comme ça, tu vois, que ce soit en massage ou dans les différentes pratiques, même énergétiques ou tantriques, il y avait quelque chose de très recueilli dans la dévotion. Et c'est un mot que j'employais beaucoup, dévotion d'ailleurs, l'idée vraiment d'être au service et en même temps de reconnaître la part divine de l'autre, ma part divine, donc d'être dans quelque chose de très j'ai envie de dire deep, mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif, tu vois, mais il y a quelque chose de très, je vais chercher les racines, la profondeur. Tu vois. Et c'est ça que j'aime avec la joie, si tu veux, c'est que la joie peut-être comme émotion, là, pour le coup, tu vois, c'est-à-dire le sourire, la légèreté, le jeu, comme première marche, en fait, comme première marche vers cette joie, que pour le coup, je qualifie pas d'émotion, mais cette joie, en tout cas, dans mon lexique, qui serait de cette présence infinie à la vie, en fait, cet amour infini de la vie, qui est joyeux, en fait, qui est profondément joyeux, qui n'est pas plombé. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va nous observe quelqu'un. Je pense que parmi les gens qui vont écouter, il y a certainement beaucoup de danseurs qui ont fait de la danse extatique ou du movement medicine. Observe les visages d'un corps qui bouge. Souvent, c'est des visages heureux, c'est des visages joyeux, profondément joyeux, parce que en fait, ce qui monte de l'intérieur, en fait, quand on est en présence, quand on a lâché la tête, quand on est revenu au corps, c'est quelque chose de très c'est un pétille de vie, en fait. Je sais pas, même d'observer la nature qui bouge, ça pétille, des animaux. Enfin, tu vois, la joie, je crois, elle est inhérente, en fait, au fait d'être vivant, en fait, profondément, quand on s'est débarrassé de... Donc, parfois, moi, j'ai beaucoup été, quelque part, dans une forme d'ascèse très, très forte, hein, pendant des années. Donc, je peux me reconnaître dans des trucs très, tu vois, très deep, très intérieurs et tout, comme ça. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Mais, tu vois, il y a un truc dans la joie, moi, qui me reconnecte à l'enfant. Qu'est-ce qui Hein? t'a shifté, en fait, de cet espace très, voilà, comme tu décris, vers quelque chose de plus léger, plus joyeux? Qu'est-ce qui a fait le... Je crois que la danse m'a vachement aidé à ça. Je crois que le fait de voir que quand je lâchais la tête et que je me mettais dans le mouvement, en fait, la joie était là complètement. Et aussi tout le travail tantrique, autour aussi de tout le travail de la respiration, du rebirth. En fait, quand arrives dans cette zone, si tu veux, où la tête n'est plus là, notamment dans des rebirths, des choses comme ça, en fait, honnêtement, ce que tu constates, c'est ce qu'on appelle la joie océanique, quoi. C'est-à-dire une espèce de truc genre, tu vois, où c'est... mais tu te sens tellement bien, tu vois, toutes les cellules sont mélangées, voilà, donc la joie, je crois qu'elle est là, une fois qu'on a un peu tout viré, il reste cette trame. Mais voilà, je parle pas de la joie émotion, là, je parle pas d'une satisfaction liée à quelque chose, d'un support, d'une action, je parle vraiment de ce qui reste à l'intérieur, quoi, qui est joyeux, qui est, parce qu'on est aimé, parce que en fait, rien n'est grave quelque part. Je sais pas comment le dire. C'est un peu bizarre de le dire comme ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour qu'ils puissent goûter plus à cette joie-là? Comment est-ce qu'ils peuvent couper toutes les séparations entre eux et cette joie? Parce que finalement, même si la joie est toujours là, nous, on n'est pas toujours connectés à la joie. Donc, comme tu disais, c'est Bah, pas c'est clair. une connexion permanente, mais est-ce que tu aurais des conseils, d'après ton expérience de vie, de comment incorporer de plus en plus de ces bulles-là, en fait? Bah, s'offrir. Donc, pour moi, ça passe par une détente musculaire. Ça va passer. Le premier pas, ça peut déjà de mettre un sourire pour commencer à induire à la tête et au corps
qu'on ne rentre pas dans un espace d'expérimentation dangereuse, qu'on rentre dans un espace d'expérimentation joyeuse et qui ne comporte pas de danger. Le sourire fait un super bon job pour ça, même s'il est factice au début, même si on n'a pas particulièrement envie de sourire, même si ça peut ressembler à une injonction. Il y a des gens qui, suite à la dernière conférence que j'ai fait, m'ont dit oui, mais il y a un truc un peu, il y a une forme d'injonction à mettre un sourire comme ça. Non, c'est une invitation. C'est juste une invitation de dire tiens, qu'est-ce que ça fait quand je mets un sourire sur mon visage? Et d'ailleurs, les gens, j'avais proposé ça la dernière fois, les gens peuvent faire l'expérience de se toucher, par exemple, hein, le bras, avec un sourire sur le visage et sans le sourire. Ils vont voir la différence. Hein. C'est très net. Hein. C'est très net la capacité d'écoute, comme elle est amplifiée avec le sourire. Déjà, rien que ça. Et le sourire n'est pas forcément la joie. C'est peut-être juste voilà, mais c'est déjà un mouvement qui induit aux cellules et au corps qu'il n'y a pas de danger et qu'on est en train de rentrer dans une expérimentation plutôt joueuse, plutôt joyeuse. Donc il y a déjà un mouvement qui se détend à l'intérieur. On est déjà plus en train d'aller vers l'expansion que vers la contraction. Clairement, si je commence à rentrer dans une expérimentation avec un truc hyper deep en moi, bon, ça peut se contracter à l'intérieur. Alors que si vraiment je mets un grand sourire, là, il y a déjà quelque chose, et on peut le sentir énergétiquement, tout, je pense. On peut sentir que quand il y a un sourire qui commence à se dessiner, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau du ventre. Voilà. Donc, ce qu'on va chercher, en fait, dans l'idée de s'offrir à l'existence, c'est vraiment à offrir quelque part la coupe la plus large possible, en fait, pour recevoir la vie. Donc, pour être le plus large possible, bah, je me dis qu'il vaut mieux sourire que faire la gueule, déjà, pour commencer. Le premier truc. Donc, on met le sourire. Et puis après, on peut observer voilà, les tensions qu'il y a dans notre corps. Alors, certains vont faire un scan, d'autres vont faire un shavasana, ceux qui font du yoga, peu importe. L'idée étant plutôt de s'allonger. Franchement, c'est plus facile d'être allongé pour le faire, en tout cas au début. Donc, s'allonger et vraiment se déposer, c'est-à-dire vraiment essayer d'observer partout ce qu'il y a des tensions. Et des tensions, on en a partout, hein, des micro-tensions, on en a partout dans le corps. Donc, observer, ah tiens, là, je tiens dans mon poignet. Pourquoi je tiens? Ok, je vais essayer de lâcher ça. Ok. Ah tiens, je tiens là, je tiens là. Et parfois, je ne vais pas réussir à déposer, juste ça va continuer à tenir, c'est pas grave. Ok. Et continuer à émettre le sourire. Et en fait, à un moment donné, en fait, il y a quelque chose qui peut beaucoup aider aussi, c'est la gratitude. Donc, comprendre que ce processus, il est plus grand que nous. Que quelque part, moi, avec mon petit ego, je ne vais pas pouvoir manifester grand-chose d'autre que peut-être une expérience sensorielle intéressante, mais que si je veux vraiment toucher quelque chose de plus grand que moi, de tellement plus fort et qui préexiste à mon existence, hein, qui préexiste, je tiens vraiment à le dire, ça, le soin, l'amour préexiste au fait de simplement moi en prendre conscience. C'est là tout le temps en fait, tout le temps. C'est la trame même de l'existence. Donc, me rendre disponible à ça, ça veut dire pour moi euh, lâcher mon ego, lâcher mon identité et me déposer en fait. C'est-à-dire, donc ça passe vraiment par ne pas tenir le corps déjà, donc le relâcher complètement, l'abandonner quelque part. Et en même temps, paradoxalement, être complètement en relation avec lui, c'est-à-dire complètement dans une écoute intérieure, donc le ressenti, plus que le senti. Mais c'est Éric Barret qui dit ça, moi c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup touché, le ressenti brûle la pensée. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, là, il y a vraiment une sacrée clé, parce que comment arrêter de penser, comment arrêter cette pensée permanente? Bah, le ressenti, c'est vraiment une très, très bonne piste. Quand je suis dans ma main, je peux difficilement être dans ma tête en même temps. Donc si je suis vraiment dans ma main, je suis plus dans ma tête. Et si subsiste encore ma tête, c'est que je suis pas suffisamment dans ma main. Et là, il y a vraiment une bonne piste. Donc, rentrer dans le corps par le ressenti, pas par le senti, hein, et pas par la visualisation. Ça, c'est important. La visualisation appelle vraiment le mental, mais vraiment par le ressenti. Là, il y a vraiment quelque chose qui va s'abandonner et l'expansion, elle est vraiment pas loin. Là. Elle est vraiment en train. Chacun peut faire l'expérience de ça. Juste s'allonger, commencer à mettre un sourire, même s'il est factice, c'est pas grave. Il va très vite, il va devenir très vrai ce sourire. Et puis essayer d'observer les tensions et abandonner. Et puis prendre le risque aussi de se laisser aimer, parce que en fait, intuitivement, la tête, elle dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas où là quand tu fais ça? Tu vas où? Pourquoi? Parce qu'elle a super peur, la tête. Elle a peur de rejoindre un espace de mort. Pour l'ego, c'est pratiquement un espace de mort, en fait. Donc c'est pour ça que ça fait peur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance à aller dans cet endroit.
Mais quand on y va, on se sent tellement aimé que, en fait, ça va. Donc, plus on fait l'expérience de ça, et plus on peut y retourner. Il y a aussi quelque chose qui se goûte dans la répétition. Mais, et je le dis à mes élèves, si on prend toujours le même chemin pour y aller, mettons que, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y en a un qui pense à sa grand-mère qu'il aimait très très fort, par exemple, et que quand il pense à sa grand-mère, ça le met dans son cœur d'une façon folle, peut-être qu'effectivement, il va laisser la vie le traverser très fort en pensant à sa grand-mère, mais il y a de fortes chances que s'il utilise toujours le même chemin pour y aller, le mental l'attende sur la route de la grand-mère. Un jour, elle lui disait, hey, mon coco, tu prends toujours le même chemin, et je t'attends, et tu es en train d'en faire une habitude, tu es en train d'en faire un truc codifié, là, protocolé. Et en fait, la vie, elle ne fonctionne que dans les mouvements créatifs. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas quel est le pas suivant. Si je sais quel est le pas suivant, je suis dans ma tête, clairement. Voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que les protocoles n'ont jamais eu leur place, si tu veux, parce que la joie et la présence, ça s'inscrit dans l'instant, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Donc je ne sais pas quel est le mouvement d'après. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas été trop. J'ai l'impression des fois d'être parti dans tous les sens. Là. Non, on est toujours dans le thème. Donc justement, en Okay. fait, dans la sexualité, mon approche et moi ce que je transmets aux femmes, c'est pas du tout des choses de technique. Enfin, j'en parle jamais en fait de comment faire ci ou comment faire ça, parce que pour moi c'est vraiment pas un truc important. La seule chose qui est importante, c'est ce que tu décris finalement. Moi, je le dis sous d'autres mots, mais c'est, enfin, pour moi, comment je le dis, c'est être dans l'état de présence. Et quand on est dans cet état de présence, effectivement, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais par cette présence, il y a toujours l'action juste, le geste juste, la connexion juste. Et du coup, il n'y a pas besoin de prévoir quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, parce qu'il y a ce truc-là qui se déroule tout seul. C'est clair. C'est clair. La présence, le mot présence, c'est un mot un mot qui me plaît beaucoup aussi, bien sûr. Mais j'avais écrit il y a bien longtemps la présence et joie. Donc pour moi, c'est vraiment relié les deux choses, tu vois. Si je suis en présence, je suis joyeux. Si je suis joyeux, je suis en présence. Et encore une fois, c'est le joyeux qui s'entend pas sous la forme de l'émotion, mais vraiment justement juste d'être présent en fait. Je pense qu'on a tous remarqué, j'imagine que tes auditeurs ont peut-être l'expérience de ça. Tu es vraiment absorbé dans un paysage complètement, tu sais, sans penser, à un moment, une espèce de quelque chose qui se pose, et en fait, ce qui monte généralement à l'intérieur du corps à ce moment-là, c'est un grand sourire d'être en vie. En fait, c'est genre, je suis bien, je suis vraiment bien. En fait, je suis bien. Je fais partie d'un ensemble. Je suis à ma place. Je suis bien, tu vois. Et ce qui monte, c'est vraiment un sentiment tranquille, mais joyeux, mais pas joyeux excité. C'est pas un joyeux. Faut distinguer aussi. On n'est pas forcément sautillant, excité. C'est pas ça. C'est vraiment, je sais pas, le sourire du Bouddha. On pourrait dire, je sais pas. C'est vraiment quelque chose c'est une joie intime qui monte comme ça de l'intérieur, en fait, comme une sève. Je sais pas. Justement, du coup, dans la sexualité, ça permettrait de cheminer, parce que la sexualité conventionnelle classique, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus avec une recherche de but. Donc la recherche de but, ça va être l'éjaculation chez l'homme et un orgasme tout à fait équivalent chez la femme. Ça va être le plaisir, ça va être d'atteindre quelque chose, et du coup, tout le chemin va mener vers ça, en fait. Et quand on lâche ce truc-là, quand on s'autorise la présence, l'exploration, et en lâchant complètement le but, du coup, c'est une porte, finalement. Bah oui, complètement. J'encourage vraiment les hommes et les femmes, hein, on remarque aussi, elles aussi, à lâcher le plus possible l'idée d'un objectif. Et voilà, je me dis ça à moi-même aussi, parce que ça peut m'arriver encore d'être là-dedans, d'être dans le pas d'après, et de revenir constamment justement dans cet instant, en fait, juste cet instant, de se laisser toucher par cet instant, quel qu'il soit, en fait, qu'il se passe quelque chose qui me convienne ou qui ne me convienne pas. Juste. Et en fait, c'est ça qui est formidable avec cette présence, avec cet amour infini de la vie, c'est que quelle que soit l'action qui m'est donnée de vivre, en fait, si je me laisse recevoir là-dedans, mais c'est même pas d'orgasme dont il s'agit, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et alors si on peut coupler ça au fait d'être en relation avec quelqu'un qu'on aime, d'être dans un rapport au corps qui soit agréable et tout, ça devient extraordinaire de se laisser guider là-dedans.
de laisser l'amour nous faire plutôt que de faire l'amour, tu vois, de laisser l'amour œuvrer en fait. Mais oui, lâchons, franchement, enfin, moi là je le dis pour les hommes, mais lâchons l'éjaculation parce que en fait c'est quelque part tellement pauvre. Quand ça arrive, ça peut être merveilleux, c'est pas le problème, mais c'est tellement pauvre d'en faire un objectif en fait. C'est tellement, il y a tellement d'autres choses à vivre que ça en fait. Justement, dans ton expérience personnelle d'homme, qu'est-ce qui... Donc, une fois que tu as lâché l'objectif unique d'éjaculation, qu'est-ce qui a changé en fait dans ton corps, dans la façon de vivre l'expérience, même dans la perception du plaisir? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bien sûr. Bah, ce qui a changé, c'est déjà la première chose quand tu lâches ça, c'est de te dire, bah, en fait, j'ai beaucoup plus de possibilités, en fait. J'ai peut-être la possibilité de m'arrêter, de regarder ma partenaire dans les yeux, de lui partager une histoire, de faire autre chose, de continuer pendant plus longtemps, de tout d'un coup, en fait, ça devient beaucoup plus large. C'est comme si, au lieu d'avoir une piste tracée, d'un coup, il y a 20 chemins possibles, en fait. Donc déjà, ça apporte une liberté, une diversité incroyable, en fait, à l'expérience. Déjà, je dirais que la première chose, c'est ça. Et puis alors, mais là, ce qu'il vient de dire, c'est que d'un pur point de vue du plaisir même, hein, pour parler de façon très concrète du plaisir, c'est important, le plaisir éjaculatoire, le plaisir orgasmique, en tout cas même, y compris même des femmes quand il est en particulier, on va dire pas. Et là, je ne vais pas parler de l'orgasme tel que certaines femmes le décrivent, qui serait un orgasme plutôt du col, même si on sait aujourd'hui que l'organe hein, féminin, la yoni, en fait, hein, il n'y a pas d'un côté le clitoris, d'un côté l'intérieur des lèvres, de ce qui se passe à l'intérieur et du col, et tout ça est relié énergétiquement. Malgré tout ce qui peut se passer pendant une pénétration consciente, donc cet orgasme qui va naître plutôt de l'intérieur, d'une façon très, très lente, mais profonde, vraiment très, qui va monter comme ça, c'est vraiment souvent, enfin, ce qu'on me partage, c'est vraiment vécu comme quelque chose qui va ressembler à un orgasme énergétique chez l'homme, c'est-à-dire à quelque chose qui va s'installer, qui va grandir d'une façon très, très, très forte et qui ne va pas nous faire chuter en énergie. Ça va pas empêcher le corps d'être touché par la suite. Souvent, après un orgasme, chez l'homme et chez la femme, hein, quand la stimulation était forte et qu'il y a un climax, on peut pas continuer à toucher le corps. Il y a une espèce de, voilà, il y a une période, on va dire, et là, quand j'assiste à un orgasme énergétique, en fait, c'est pas du tout la même chose. On peut vraiment continuer à toucher le corps. Euh, c'est comme si on pouvait continuer à monter des paliers, des paliers. C'est comme cette énergie, on l'accueille très différemment en fait. J'ai l'impression de pas du tout être clair là. Comment est-ce que je pourrais raconter ça plus clairement? Non, c'est très clair. Bon, tant mieux. J'ai l'impression de pas être clair. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes et aux hommes qui ont envie d'aller vers ce type d'expérience? Vers cette sexualité. Vers cette sexualité-là. Donc pour les hommes et pour les femmes, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la joie suffit ou est-ce qu'il y a des choses plus concrètes que tu conseillerais de faire? Est-ce qu'il y a des sortes de prérequis, des choses sur lesquelles les personnes peuvent travailler pour cheminer vers ça? Alors, très concrètement, je l'avais partagé dans une précédente interview, mais l'érection chez l'homme, par exemple, euh, en fait, plus le plaisir va être fort, plus le plaisir, on va dire, génital va être fort, et plus il y a de chances que l'identité, le jeu pensant, le jeu identitaire, soit manifesté de façon très forte. C'est-à-dire que, en gros, plus je suis présent avec mon plaisir, et moins je vais pouvoir relationner dans un accueil avec l'autre profond de tout ce qui est. Moins je vais pouvoir écouter la vie, parce que le jeu est très en avant, en fait. Finalement, chacun va être dans sa bulle de plaisir, quoi. Voilà, et c'est là où on n'est pas très loin d'utiliser l'autre, où l'autre peut devenir un peu un objet masturbatoire. Parfois, ça peut être fait de concert, hein, c'est-à-dire que les deux sont inconsciemment, voilà, c'est-à-dire ils peuvent se connaître très bien, et tu me fais ça, j'aime ça, et je te fais ça, et tu aimes ça, et c'est super, et pourquoi pas? Il n'y a pas de jugement, mais si on veut rencontrer autre chose dans la sexualité, je pense qu'il faut être prêt à écouter.
Et comme on le disait tout à l'heure, écouter la vie, mais alors ça veut dire quoi écouter la vie concrètement pour quelqu'un qui ne serait pas habitué? C'est peut-être regarder sa partenaire, regarder son partenaire. Ça peut être pas forcément aller tout de suite à ce qui fonctionne, mais se questionner sur et tiens, si je faisais quelque chose que je connais pas, et si tout d'un coup j'apprenais à découvrir d'autres parties du corps, ou à me toucher différemment, ou à changer la vitesse avec laquelle je touche l'autre, ou à demander à l'autre de me toucher peut-être avec plus de présence, c'est-à-dire peut-être plus de joie, euh, plus de... euh, moi, je me rends compte qu'il n'y a rien de plus agréable que d'être touché par quelqu'un qui habite ces gestes. Il n'y a rien de pire finalement que d'être touché par quelqu'un qui est dans une mécanique, une habitude. C'est triste. Mais comment quitter les habitudes quand elles fonctionnent? Comment remettre en question ça? Je dirais que déjà que ceux qui nous regardent probablement ont déjà ce désir d'aller chercher autre chose, ou ont déjà exploré beaucoup. Donc je pense que commencer par soi, pour répondre à ta question de comment concrètement amener les couples vers ça, commencer par soi, c'est quand même déjà peut-être une bonne piste. Parce que si on incarne ce qu'on va demander à l'autre, en tout cas ce qu'on va vouloir peut-être exprimer à l'autre, si on l'incarne, c'est déjà une bonne chose. Euh, Ne jamais, et ça je le dis pour les femmes, on en avait parlé avec Laura, ne pas demander en fait à l'autre de faire ci ou de faire ça, parce que ça peut être vécu vraiment comme quelque chose de très cassant ou jugeant. Euh, donc, essayez de l'incarner, en fait. Donc, rester quelque part dans notre sourire, de se déposer vraiment dans cette demande. Comment je pourrais formuler ça? C'est une question que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes me posent. Donc, justement, tout ce travail de connexion avec elles-mêmes, avec leur corps, avec leur sexualité, et mon partenaire, comment je fais pour l'amener vers ça? Je pense que c'est la Bah question ouais, la plus fréquente pour celles qui sont en couple. bah oui. Bah oui, c'était donc la thématique de l'interview hein, dans laquelle on s'est rencontrés tous les deux, justement, comment amener un partenaire masculin à cette sexualité. Donc, j'avais commencé par dire bonne chance, voilà, parce que, à mon avis, c'est loin d'être simple. Mais je dirais, là, incarner vraiment cette demande, incarner vraiment cet accueil, cette douceur, cette joie, cette connaissance aussi de mon corps. Pour une femme, c'est vraiment se connaître, donc peut-être apprendre à quitter la masturbation, la simple masturbation pour aller vers l'autoplaisir, pour aller vraiment vers une découverte totale de son corps, de comment j'aime être touché profondément, du type de toucher qu'elle aime. De je me rends compte en ce moment sur moi-même à quel point en fait on se touche pas bien, à quel point on se traite pas du tout comme on traiterait un amoureux ou une amoureuse. Mais tout un chacun, quand on est amené à se toucher dans une journée, généralement on le fait d'une façon, on toucherait jamais quelqu'un qu'on aime de cette façon. C'est un truc de dingue. On est quelque part les plus mal servis avec nous-mêmes. C'est impressionnant. Donc je dirais que peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est apprenons déjà soi-même à comment j'ai envie d'être touché, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait ressentir la vie, qu'est-ce qui fait que si je me touche, tout d'un coup, je vais sentir quelque chose s'ouvrir en moi, s'apaiser, s'espacer, quelque chose qui va donner de la place en fait. Pas quelque chose qui va contracter, réduire, diriger, mais quelque chose qui va vraiment... Et en fait, il y a un type de toucher qui fait ça, il y a un type de présence qui crée ça. Et donc, pour une femme, ça va être vraiment d'incarner profondément ça et de pas déjà être dans l'attente de mon partenaire, je veux qu'il soit comme ci, comme ça. Si, mettons que la femme ait plusieurs années de pratique, de chemin personnel et qu'elle rencontre un partenaire qui découvre tout ça et qu'elle veut l'emmener instantanément dans cet espace, ça va être compliqué. Donc il va falloir laisser le temps aussi à l'autre de se rencontrer, peut-être par des pratiques, des jeux, du massage, le toucher comme on aimerait qu'il nous touche, donc lui montrer par l'exemple, plus par l'exemplarité, tiens, voilà le type de toucher que j'aime, sans le dire, mais en le manifestant. Ça peut être par le regard, une présence dans le regard, une présence profonde, un accueil profond de l'autre. Euh, pas quelque chose qui va vouloir tout de suite diriger l'action ou qui comporte une forme de jugement, tu vois, de façon masquée. Il y a parfois des regards qui tiennent un jugement à l'intérieur. Là, l'idée, c'est vraiment de regarder l'autre avec, voilà, voilà, je t'accueille dans ton chemin, je t'aime là où tu es, et quelque chose là peut se passer de très fort, en fait, je pense.
Je pense que tout le monde peut être tantrika. Tantrika, ça veut dire quoi? C'est pas, tout ça, c'est pas une histoire de technique. C'est pas une histoire bien sûr que des respirations peuvent aider, manger sainement peut aider. Enfin, bien sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent aider à plus de présence, à plus de joie. Mais au fond, on sait bien, voilà, on sait bien tous les deux que c'est pas de ça dont il s'agit. S'offrir à la présence, c'est quelque chose qui nous est donné à chaque instant de la vie. Alors qu'on fasse ce job déjà tout seul, avant de l'imposer à l'autre, alors que la plupart du temps, celui qui le réclame à l'autre n'est pas lui-même dans cette présence. S'il était dans cette présence, il ne le réclamerait pas à l'autre, parce qu'il serait en train de vibrer de l'existence. Il serait déjà complètement aimé dans l'existence. Et simplement, peut-être quelqu'un qui serait vraiment dans cette présence et dans cet accueil dans la vie, qui serait touché par quelqu'un qui ne serait pas en conscience, aurait simplement à dire non, c'est ok, enfin, j'ai pas envie de plus, juste, et qui poserait très clairement ses limites avec beaucoup de douceur. Qui n'irait pas vers un rapport qui serait un rapport non conscientisé, qui serait un rapport où l'autre nous utiliserait, en fait. Mmh. Donc je crois que le meilleur moyen de rester vraiment, bah, c'est de l'incarner, quoi. C'est d'essayer de l'incarner le plus possible, Comme toujours, comme comme toujours, toujours. incarner tout. Peut-être pour conclure, est-ce que donc sexualité sacrée, il y a parfois donc certaines personnes peuvent un peu avoir une résistance à ce mot sacré parce que voilà, il y a Ouais. une sorte de connotation qui viennent avec, un peu, comme tu disais toi, cette sexualité namasté. Donc est-ce que tu pourrais un peu nous parler des différentes choses que toi tu as traversées et voilà, comment Ouais. est-ce que finalement tu es allée de cette, d'une certaine vision de la sexualité sacrée qui était vraiment avec voilà, certains codes qu'on peut rattacher facilement à ces mots-là et finalement Ouais. aller vers quelque chose qui incluait vraiment toutes les parties de toi. Ouais. Ouais, merci. Comme je disais tout à l'heure, si tu veux, voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais cette idée que la sexualité, ça pouvait pas être que ce qui m'était rapporté par les amis ou ce que j'en entendais dans la société. J'avais vraiment le sentiment que ça devait être autre chose. Et puis, voilà, jeune adulte, je suis rentré dans une sexualité très classique, même consommatrice de pornographie, je dirais un peu comme tout le monde, malheureusement, très, très classique, en tout cas chez les hommes, c'est très, très fréquent. Et si tu veux, il y avait quand même quelque chose d'amer, si tu veux. J'avais beau être satisfait sexuellement, je ressentais pas que j'étais nourri profondément. Il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. Je sentais que je passais à côté de l'essentiel. Donc, je sentais, si tu veux, qu'il me manquait vraiment l'essentiel, que je passais à côté de l'essentiel dans cette sexualité consommatrice de l'autre. Et puis, il y a eu la découverte du tantra, au travers de livres au début, où je me suis dit, ah là, il y a quelque chose qui résonne pour moi, je ne comprenais strictement rien, mais je me suis vraiment dit, là c'est la maison, il y a quelque chose, tout d'un coup, on ne parle pas de position, on ne parle pas de performance, on ne parle pas d'orgasme, de technique, de Kama Sutra, tout d'un coup, on me parlait d'énergie, d'accueil, de réceptivité, enfin, tu vois, et en même temps, il y avait des mots qui paraissaient des mots exotiques, sanscrits, enfin, mais donc je ne comprenais pas tout, si tu veux, et puis il y avait beaucoup aussi de techniques, mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose vraiment à creuser là-dedans. Et donc là, j'ai commencé à être pratiquant tantra, si tu veux, participant de stages, etc., etc. Et puis, je suis rentré dans cette sexualité que je qualifie, mais sans méchanceté, hein, mais de sexualité namasté, tu vois, où quelque part, j'avais écarté tout ce qui était trop sexuel chez moi, quelque part, tout ce qui était trop euh, primal, dirait Laura Pinson, tu vois, trop animal, instinctif. Donc, il y avait quelque chose qui s'est désincarné aussi avec le temps, si tu veux, parce que à force de retirer tout ce qui peut animer quelqu'un sur l'instant, en fait, peu importe, et c'est comme je le disais tout à l'heure, on ne sait jamais de quoi l'instant suivant va être fait. Si on écoute, en fait, il y a une diversité, une créativité incroyable de la présence. Donc dire une fois pour toutes, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, je voudrais dire un mot là-dessus par rapport à la joie. Attention, que les gens comprennent bien que la joie, il ne s'agit pas d'une injonction de soyez joyeux, soyez. Non, non, l'idée, c'est une proposition pour voir justement ce que la présence va proposer. La joie étant pour moi ce qu'il y a en dessous. Donc, juste pour revenir à cette sexualité namasté, en me disant une fois pour toutes, il faut que tu sois vraiment dans cette profondeur, dans cette dévotion à l'autre, dans cette
intimité profonde, dans cette lenteur, dans cette présence, en fait, j'enlevais en moi toute une partie de mon humanité. Il y avait quelque chose qui se jouait plus, en fait. Donc, je sentais bien que je n'y étais pas, hein, que j'étais pas exactement non plus à l'endroit. Et c'est là où la joie m'a beaucoup aidé. C'est là où tout le travail que j'ai fait en énergétique m'a beaucoup aidé. C'est que je me suis dit, si je m'offre en fait à la joie, à la vie, à la présence, qu'est-ce qui va naître en fait de cet espace? Et là, je me suis rendu compte que cet espace devenait très créatif, très plein de propositions, d'une grande diversité en fait. Et il m'offrait en fait un panel de choses qui allaient du primal au sensitif, à l'éthéré. Voilà, tout d'un coup, avec comme guide, et c'est ça que j'aime profondément dans cette idée de joie, hein, pour revenir à ça, c'est que la joie est quelque chose d'à la fois très individuel, c'est-à-dire que c'est ce qui reste une fois que j'ai enlevé tout, et en même temps c'est collectif, c'est-à-dire que je suis en capacité quand je suis joyeux, mais faites l'expérience de ça, vous verrez, toucher quelqu'un, même simplement pas sexuellement, hein, simplement des caresses sur le bras, tout à l'heure, je vous ai conseillé de le faire sur vous-même, mais là, faites-le sur quelqu'un et vous allez voir que vous pourrez sentir exactement comment il aime être touché si vous êtes joyeux. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans cette présence dont je parle, vous allez voir que cette présence va vous donner une indication très claire de qu'est-ce qu'il peut recevoir et de comment il aime le recevoir. Comme si tout d'un coup, vous avez une lecture intime de ce qu'il peut aimer, comme un mode d'emploi. Mais je considère que d'ailleurs la présence est une espèce de mode d'emploi. En fait, on pourrait parler d'intuition. Finalement, présence, intuition, joie, tout ça, pour moi, c'est des mots qui veulent dire la même chose. Si je suis en présence, je suis intuitif. Si je suis intuitif, je suis relié au collectif. C'est-à-dire que ce que je ressens intérieurement, en fait, est profondément collectif. C'est-à-dire que je ressens aussi pour l'autre ce qu'il ressent. Et je peux sentir en moi, parce qu'il y a quelque chose de commun en nous, puisqu'on, pour moi, on fait tous partie de la même chose, et que quand j'écoute cette intuition, ben je suis en capacité d'entendre l'autre. C'est ça qui est complètement génial dans cette idée de la joie ou de la présence, selon le lexique qu'on a, c'est vraiment d'être en capacité d'entendre mon besoin, mais le besoin de l'autre aussi, et de ne pas juste être auto-centré, d'être vraiment dans ce collectif, enfin dans ce collectif, en tout cas dans cette écoute-là réciproque. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup, non, ça va? Si, je trouve ça vraiment important de rappeler ça en fait, donc l'importance en fait d'intégrer toutes nos parties et de pas en laisser certaines de côté. Et effectivement, on peut avoir des phases où on est plus appelé vers une certaine énergie, mais je trouve ça absolument essentiel de se réapproprier toutes les parts de nous et puis ensuite, une fois qu'on s'est réapproprié toutes les parts, si on a envie de choisir certaines où on a plus de facilité d'expression, pourquoi pas, mais en tout cas ne pas avoir un peu de zone de rejet, parce que dans ma vision des choses, tant qu'on rejette des choses, on n'est pas libre entièrement en fait. Mais oui, complètement, complètement. Il y a quelque chose, il y a comme une prison fabriquée, enfin, il y a une forme d'artificialité qui... Mais c'est toute la difficulté de toute cette proposition qu'on fait, c'est qu'à la fois c'est très simple et en même temps c'est vertigineux, si tu veux. Quand qu'est-ce qu'on rencontre? Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on rencontre quand on ouvre cet espace? Quels vont être les possibles? Ça, En fait, les possibles sont infinis quand on ouvre cette porte, en fait. Et c'est presque ça qui fait peur, en fait, le plus. Et j'observe, parce que je suis accompagnant, comme vous l'avez compris, voilà, j'accompagne dans l'espace tantrique, mais également dans d'autres espaces de la vie. Et j'observe que quand tout d'un coup tu enlèves les croyances limitantes et que tu crées un champ des possibles plus vaste, bah, la première réaction, ça peut être une réaction de peur, de dire oh là là, mais mmh. en fait, je suis beaucoup plus puissant que j'avais l'impression, je suis beaucoup plus en capacité peut-être d'être heureux ou de réaliser ma vie comme je le veux ou de vibrer ce qui. Tout d'un coup, c'est waouh, en fait, c'est ah ouais, d'accord, en fait, tu vois, je peux être tout ça. Et ça fait peur. Et dans la sexualité, c'est pareil, quand tout d'un coup, on réalise que la joie profonde d'être en lien avec l'autre dépasse bien le simple plaisir génital d'un frottement de muqueuse, comme disent certains tantricas, ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai que parfois, la sexualité, on peut la résumer à quelque chose d'assez, bon, assez finalement sommaire. Et ça peut être tellement plus que ça. Mais pour accéder à ce tellement plus, bah, il faut accueillir que ça puisse faire peur, que ça puisse ouvrir des portes dont on ignorait tout, des espaces dont on ignorait tout, que c'est...
et oui, il y a quelque chose de l'ordre du vertige dans ces endroits-là, en fait. Et on n'est peut-être pas tous prêts à y aller. Mmh. Je ne sais pas. C'est très juste. Enfin, moi, j'ai déjà constaté plusieurs fois, donc des personnes qui vont se reculer devant justement à la fois de toute la beauté qui s'ouvre, mais aussi à la fois d'aller toucher aussi en eux tous les espaces douloureux, parce que ça va souvent ensemble. Donc, quand on va s'ouvrir, Bah oui, c'est ça, la vulnérabilité, bien on sûr, va aussi bien sûr, ouvrir à tous les espaces en nous qu'on n'a pas voulu regarder. Et parfois, c'est ça aussi qui peut faire peur bien sûr. aux gens. Et comme tu T'as disais, raison, t'as raison. il y a quelque chose de très vulnérable aussi. C'est-à-dire que quand on rentre en connexion avec l'autre dans cet espace-là, du coup, on est vraiment à nu. Donc, il n'y a pas juste le corps qui est nu, il y a vraiment juste tout notre être qui est nu. C'est Et, ça. et ça peut être aussi terrifiant de se rencontrer de cette façon-là, alors que la sexualité génitale, il n'y a pas besoin de s'ouvrir en réalité. On peut être complètement fermé, complètement chacun dans notre bulle et avoir une rencontre génitale. Alors que là, c'est vraiment vulnérable. Et là, je pense que tu as dit le truc le plus important. C'est ça, en fait. Et ça, ce rapport de vulnérabilité, on peut l'avoir déjà. Et c'est pour ça que c'est bien d'expérimenter seul. C'est pour ça que c'est bien je dirais, allonger dans son lit tout seul, sans même parler de se toucher physiquement, de se donner du plaisir, mais déjà d'expérimenter qu'est-ce que c'est que de s'offrir dans cette vulnérabilité, en fait, à la vie. Qu'est-ce que c'est vraiment de me regarder dans quelque part ma misérabilité, dans mon petit ego, vraiment de me déposer avec mes blessures et vraiment et de me laisser aimer. Déjà, juste 4 secondes, 5 secondes de me laisser vraiment aimer par l'existence. Tellement c'est fort, en fait. Faisons l'expérience de ça déjà. Et ensuite, allons dans l'espace sexuel en ayant à cœur de s'ouvrir à notre partenaire avec cette vulnérabilité-là. Bah oui, effectivement, ça n'a plus rien à voir avec juste une relation génitale. C'est bien au-delà. Mais si en plus on peut y mettre tout le plaisir de l'humanité, tout le plaisir de la corporalité, de la physicalité du corps, du plaisir des sens qui sont aussi merveilleux, mais ça devient quelque chose d'extraordinaire. C'est un festival. Mhm. Mais il faut, je crois que ce qui rend le truc extraordinaire, c'est d'abord le fait de, ok, je veux bien me montrer vraiment à poil, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je veux bien me montrer vulnérable, vraiment profondément vulnérable. Et là, je m'ouvre à toi, vraiment. Et en s'ouvrant à l'autre, ben, on s'ouvre à la vie. Et quand on s'ouvre à la vie, ben, on reçoit la vie. Quand on reçoit la vie, ben, on est touché, profondément, bouleversé, aimé. Et ça n'a rien à voir avec le simple plaisir génital. C'est 1000 fois plus grand. Je pense que c'est une belle façon de conclure. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup David, merci pour ton Merci partage, Olga, beaucoup. merci pour ton temps et donc les personnes qui seraient intéressées par des séances individuelles avec toi, donc il y aura tous les détails sur ton site. Donc tu proposes donc à la fois, donc, comme je disais, des séances de transmission énergétique, des massages tantra hommes, femmes, autre chose. Et transmission du massage aussi, donc j'apprends à les gens à masser selon ce que moi je ressens comme important, à savoir que on n'est pas dans le protocole, on va vraiment être dans ce toucher justement, habité par la présence et dans un toucher joyeux, profondément joyeux, parce que habité par voilà, j'encourage mes élèves à être capables de ne pas masser si c'est juste pour eux. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et moi, aujourd'hui, d'avoir des gens que j'accompagne qui sont OK avec ça, qui sont OK de ne pas venir chercher une prestation, qui sont OK de, 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 de voir qu'est-ce que la présence va proposer avec un cadre. Et j'insiste là-dessus, il y a un cadre qui est clair, que je ne dépasse pas, bien sûr, parce que voilà, je travaille de façon professionnelle. Mais dans ce cadre défini, de laisser la présence vraiment agir. Mhm. Mm. Très beaux espaces. Voilà. Et donc géographiquement, tu es près de Paris. Oui, près de Paris, tout à Tu fait. reçois chez toi. Et je reçois chez moi, tout à fait. Est-ce que tu fais toujours des balades en forêt? Oui, je fais aussi des balades en forêt. Oui, oui, il y a des. Oui, oui, complètement. Complètement. Parfois, les séances se font en forêt ou sur les bords de Seine. Je suis sur les bords de Seine, dans le 78. Donc, ouais, ouais, ça, il y a. Ou alors en cabinet. Voilà. C'est selon l'humeur, selon ce qui est là.
Voilà. Merci beaucoup, David. Merci, Olina, merci à toi. Merci beaucoup pour ça. C'était chouette de te rencontrer au travers de cette interview aussi.